Bien, mesdames et messieurs, merci de votre présence ce matin pour cette conférence de presse de présentation de l'avant-projet de loi de transformation de la fonction publique. Quelques mots d'introduction avant de surtout répondre à vos questions. D'abord, un mot d'introduction pour rappeler où nous en sommes du travail de préparation de la réforme de la fonction publique, puisque la concertation a été ouverte il y a maintenant plus d'un an, le 1er février 2018, qu'elle s'est traduite par plusieurs dizaines de réunions, dont j'ai pu assurer moi-même la présidence, mais elle s'est aussi traduite par des déplacements sur le terrain, des rencontres directes avec les agents, des échanges aussi, avec des agents partout sur le territoire, sans filtre, sans sélection, de manière extrêmement directe, pour répondre à la fois aux questions et aux inquiétudes qui peuvent parfois être exprimées par les agents publics dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Qu'est-ce qui est ressorti à la fois de cette phase de concertation et des rencontres, du travail de diagnostic que nous avons mené? D'abord, le fait que la fonction publique est un engagement, qu'être fonctionnaire a du sens, que travailler pour l'action publique comme fonctionnaire, comme contractuel, est un engagement personnel au service de l'intérêt général et avec une volonté farouche, répétée, des agents publics d'exercer leur mission et d'être au service du public. Ce qui est aussi ressorti, c'est l'existence de paralysie et de lourdeur qui se sont accumulées dans le temps, avec une organisation, la fonction publique, les services publics, à qui nous avons demandé depuis des années de s'adapter sans cesse, de s'adapter à l'évolution de nouvelles technologies ou à l'apparition parfois de nouvelles technologies, de s'adapter à de nouvelles organisations territoriales, de s'adapter à de nouveaux besoins, de s'adapter aussi à des contraintes budgétaires qui sont anciennes et qui pèsent depuis longtemps sur la fonction publique. Et face à ce constat, cette nécessité d'adaptation, nous avons pu constater que l'employeur public, l'État, n'a pas toujours été à la hauteur, n'a pas toujours été au rendez-vous. Avec des agents qui sont d'une certaine manière assignés à résidence professionnelle, avec l'impossibilité de bouger comme ils le souhaiteraient, de connaître la mobilité qu'ils souhaiteraient, l'impossibilité ou le sentiment que leur quotidien leur échappe, des chefs de service, des encadrants qui nous disent les mêmes difficultés, le caractère parfois kafkaïen de certaines procédures pour recruter, pour gérer les carrières, prendre des décisions en matière de ressources humaines, et au final, une qualité du service qui s'en ressent forcément, puisque tant celles et ceux qui encadrent que celles et ceux qui travaillent au quotidien, qui sont dans les services, sur les territoires, n'ont pas le sentiment d'évoluer dans un cadre qui a été adapté, n'ont pas le sentiment d'avoir suffisamment de perspectives, et je ne prends que cet exemple pour illustrer, n'ont pas le sentiment que la puissance publique dans son ensemble se préoccupe de leur donner la possibilité d'une seconde, voire d'une troisième carrière, se préoccupe de les accompagner face à ces mutations et de leur donner les moyens, par la formation ou la mobilité fonctionnelle, d'aborder et de mener cette deuxième carrière. Face à tout cela, nous présentons un projet de transformation de la fonction publique avec une volonté, faire la démonstration que le statut de la fonction publique auquel nous sommes attachés est un outil pertinent qui doit être modernisé, qui doit être transformé. Il a déjà été depuis 1983, il doit l'être à nouveau pour permettre l'évolution des agents, qu'ils soient titulaires ou contractuels. La deuxième conviction, c'est que le dialogue social doit retrouver à la fois sa place et son essence dans la fonction publique, avec un rôle évidemment primordial des organisations syndicales et la nécessité peut-être de recentrer ce travail de dialogue social sur les sujets les plus fondamentaux, et notamment les questions relatives aux ressources humaines, à l'évolution des carrières et l'évolution des métiers. Nous proposons un projet de loi qui s'organise autour de 5 chantiers principaux, avec une première volonté qui est de simplifier le dialogue social pour mieux garantir les droits des agents publics, le déroulement de leur carrière. Cela passera par la création d'une instance unique, par fusion des comités techniques et des CHSCT, instance unique qui couvrira les compétences exercées par ces deux instances, mais qui aura aussi compétence pour débattre et délibérer sur les règles de gestion des ressources humaines, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur l'évolution des métiers, autant de sujets qui ne sont pas assez débattus dans les instances de représentation aujourd'hui. Et en conséquence de cette première réforme, de cette première modification, nous souhaitons que les décisions en matière de promotion, de mobilité, puissent être prises au fil de l'eau, que les employeurs territoriaux, les directeurs d'hôpitaux, les chefs de service puissent prendre des décisions de mobilité, des décisions de promotion au fil de l'eau, avec bien évidemment la nécessité d'appliquer, de respecter les règles qui auront été fixées dans l'instance unique que je viens d'évoquer, et avec bien évidemment aussi une possibilité de recours pour les agents ou les organisations syndicales qui considéreraient avoir été discriminés ou lésés.
La mise en place progressive de la réforme d'ici 2022 nous permettra aussi de construire le système de transparence et d'objectivation des compétences, parce que nous avons la conviction que plus la décision est transparente et objectivée, et moins il y a de potentialité de recours, puisque dès lors qu'il y a explication et compréhension, on vit évidemment moins souvent ce sentiment d'injustice, ou en tout cas cette volonté d'explication plus formelle. Nous voulons ensuite donner des leviers managériaux nouveaux aux employeurs publics. D'abord en recrutant de manière plus diverse, avec la possibilité que nous voulons donner aux employeurs publics d'avoir accès plus facilement au contrat et au recrutement de contractuels. Il y a, vous le savez, 20% des agents publics qui sont déjà des contractuels, et nous pensons que dans un certain nombre de cas, il est utile de prévoir des contrats de mission, il est utile d'ouvrir la possibilité de recruter des contractuels sur des métiers pour lesquels nous pouvons manquer d'attractivité, où les recrutements sont difficiles, sur des métiers en tension. Il est utile de pouvoir aussi faire en sorte de répondre à des questions d'attractivité au niveau de certains territoires en privilégiant des recrutements locaux. Ça sera là aussi accompagné d'un travail de référentiel, d'objectivation pour faire en sorte d'avoir cette transparence sur les procédures de recrutement en contrat. Ça sera accompagné d'un travail d'amélioration des conditions d'emploi des contractuels, car, je le répète, mais bien souvent, nous acceptons dans la fonction publique des choses que nous n'accepterions jamais dans le secteur privé, en termes de précarité, en termes de renouvellement de contrats, en termes de droits attachés au contrat et de portabilité des droits, autant de points que nous voulons améliorer. Nous voulons aussi permettre une progression de carrière, une évaluation professionnelle qui soit plus juste. Cela passe à la fois par la question de la rémunération et l'encouragement que nous voulons donner à la prise en compte de l'engagement, des suggestions, de ce que l'on appelle parfois le mérite, même si nous savons que le terme est souvent galvaudé. Cela passe par la généralisation de l'entretien d'évaluation professionnelle et la suppression dans tous les versants de la fonction publique du principe de notation. Ça passe par tout simplement de l'autonomie donnée à nos encadrants, à nos chefs de service, pour constituer leurs équipes, les manager. Ça passera aussi par un travail, et nous demandons au Parlement de nous habiliter à légiférer par ordonnance sur ce sujet-là, pour déterminer avec les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales, ce qui pourrait relever du champ d'accords majoritaires locaux, de proximité, plutôt que d'être systématiquement soumis à des accords nationaux. C'est aussi faire confiance aux employeurs et aux organisations syndicales que d'autoriser établissement par établissement la conclusion d'accords majoritaires. Nous voulons aussi ouvrir un certain nombre de pistes qui ont trait à l'équité et la protection des agents, en matière d'amélioration de la prévention et de la santé au travail, en matière de protection sociale complémentaire, en matière de temps de travail, en garantissant aussi le fait que l'ensemble des agents publics puissent travailler à hauteur de la durée légale, et ça implique de remettre en cause certains dispositifs dérogatoires autorisant le maintien d'accords sur le temps de travail inférieur à 1607 heures. Et puis cela passe par le fait de garantir systématiquement et à toutes les étapes, la transparence sur l'ensemble des décisions. Je termine par 2 points qui sont le 4e et le 5e chapitre que j'évoquais. Un premier point pour dire que nous avons aussi comme objectif de favoriser les mobilités. Les mobilités choisies, cela passe par la formation, et nous avons à retravailler, là aussi avec tous nos partenaires, sur l'appareil de formation initiale, mais aussi l'appareil de formation continue, dans chacun des 3 versants de la fonction publique. Puis ça passe par un devoir d'exemplarité de l'État employeur, notamment lorsque les services font l'objet d'une restructuration. Il nous faut supprimer, dans ce cadre-là en particulier, tous les freins à la mobilité, permettre les reclassements et garantir à l'ensemble des agents publics dont le poste serait supprimé pour une raison ou pour une autre, que ce soit des raisons budgétaires, nous savons que ça peut arriver, pour des questions d'évolution des missions du service public, d'évolution technologique, de réorganisation. Il y a eu des restructurations dans le passé, il y en aura dans le futur, et nous le savons pertinemment. Il faut que nous puissions garantir 2 choses. D'abord, un accompagnement de qualité à celles et ceux de nos agents publics qui souhaiteraient aller vers le secteur privé. Ça nécessite des passerelles, ça nécessite de la formation, ça nécessite de la sécurisation des parcours. Et puis, garantir à toutes celles et ceux qui souhaitent rester dans la fonction publique qui pourront le faire. Qui pourront le faire dans leur service quand c'est possible, qui pourront le faire dans leur ministère avec un encouragement à la mobilité géographique et le renforcement des dispositifs d'accompagnement à la mobilité, une attention portée aux conjoints et aux conjointes, et puis qu'ils puissent aussi le faire, parce que ça relève d'un choix de vie et nous devons le respecter, dans le territoire où ils ont construit leur vie, avec une priorité d'affectation locale,
ça nécessite de la mobilité interministérielle, ça nécessite de la mobilité interversant, ça nécessite de la formation pour accompagner la transition professionnelle, et là aussi des passerelles pour effacer des obstacles qui peuvent se poser aujourd'hui. Je prends un exemple parce qu'il est illustratif. Aujourd'hui, lorsque vous êtes fonctionnaire d'État et que vous voulez gagner une collectivité locale dans le territoire où vous habitez, le principal obstacle, un des principaux obstacles, tient au fait que le taux de cotisation employeur pour la retraite est à plus de 70% pour les fonctionnaires d'État et autour de 30% pour les fonctionnaires territoriaux, et que bien évidemment les employeurs territoriaux ont un peu de mal à accepter, envisager de voir bondir les coûts liés à cette embauche. Donc nous devons neutraliser ces différences de coûts, nous devons mettre en place ces passerelles pour faire en sorte que toutes les mobilités soient là. Je termine par un dernier point sur le fond du texte avant de vous dire un mot du calendrier. Ce point concerne la question de l'égalité professionnelle. L'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique a été signé le 30 novembre. Il est majoritaire, signé par 7 des 9 organisations syndicales représentant près de 60% des suffrages exprimés dans le cadre des dernières élections professionnelles. Il est signé par l'intégralité des employeurs publics des 3 versants. Et donc ce texte nous permettra de mettre en œuvre l'intégralité des dispositions qui nécessitent une transcription législative sur l'équilibre dans la répartition des avancements au choix en fonction de la répartition femmes-hommes dans les établissements concernés, sur l'élargissement de la liste des métiers faisant l'objet d'une obligation de nomination équilibrée, sur la réduction des inégalités salariales, sur la prévention des violences, sur la meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui nous amènera par exemple à garantir, à neutraliser l'effet des congés parentaux sur le déroulement de la carrière de nos agents, mais j'y reviendrai si vous le souhaitez. Le débat est désormais ouvert dans les instances. Les 3 conseils supérieurs, le conseil commun, d'autres instances plus techniques qui vont être saisies aussi. Le débat a lieu de manière plus large dans le pays à l'occasion du grand débat. Et d'ici la fin de la consultation des instances représentatives, nous aurons un texte qui sera, j'en suis convaincu, enrichi, éclairé, à la fois par le travail avec nos partenaires sociaux, mais aussi à l'aune du grand débat si c'était nécessaire, si le grand débat devait amener des propositions en matière de fonction publique. Notre objectif est que ce texte soit adopté avant l'été, qu'il puisse être enrichi, qu'il puisse être conforté. J'étais hier soir avec les employeurs territoriaux, il y a des sujets sur lesquels nous allons encore pouvoir avancer avec eux, mais ce que nous voulons, c'est qu'à la fin, ce texte nous permette de bâtir la fonction publique du 21e siècle, qu'il nous permette de donner plus de souplesse à nos administrations pour répondre à la fois à l'évolution des besoins et à une demande d'efficacité, qu'il donne plus de droits aux agents pour les accompagner tout au long de leur carrière et leur rendre la maîtrise de leur propre évolution professionnelle, et qui nous permettent donc d'avoir une fonction publique qui soit à la fois plus agile, plus véloce, mais aussi très fidèle aux principes qui la fondent et qui en organisent l'activité depuis maintenant longtemps. Nous allons aussi le faire directement et mettre à profit ce texte avec les agents, puisque dans les jours qui viennent, j'aurai l'occasion d'ouvrir une consultation numérique à destination de l'ensemble des agents publics, non pas pour leur demander, ils se prononceront s'ils le souhaitent, de conforter, de discuter des dispositions du projet de loi, mais parce que nous devons saisir ce projet de loi pour mener une entreprise de simplification. Et ce que nous souhaitons, c'est consulter directement les agents sur l'ensemble des dispositions que nous pourrions prendre pour leur simplifier la vie dans leur quotidien, dans le fonctionnement administratif, et leur donner ainsi la parole sur les sujets qui font leur quotidien et la qualité comme les conditions de vie au travail. Je m'arrête là pour cette présentation et j'essaierai de répondre à vos questions.